Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est BDSM Differently et aujourd'hui on va commencer la série du cours du module de l'anatomie, cytologie, pathologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine par le cours des troubles circulatoires. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez vos vidéos avec votre collègue. Activez les notifications pour chaque vidéo جديد. نخلي لي لين تلقى نتاعي الانستغرام et le telegram في البواد d'infos اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires et c'est parti. On commence par une introduction. Le système circulatoire, soit artériel, veineuse ou lymphatique, a pour fonction le transport d'oxygène et les substances nutritives vers les tissus. Donc, le sang a plusieurs fonctions. Parmi ces fonctions, le plus principal, c'est le transport d'oxygène et les substances nutritives, soit des lipides, des protéines, des vitamines vers les tissus, chaque tissu chez étage. Et principalement, l'oxygène, c'est pour faire le métabolisme énergétique. Et l'élimination, bien sûr, des déchets métaboliques vers les organes excréteurs. Donc, c'est la voie veineuse. Donc, la voie artérielle pour donner l'oxygène et les substances nutritives vers les tissus. Et les tissus, une excrétion des déchets la voie veineuse. Ce système, le système qui est responsable pour la nutrition, il comprend par le cœur, les vaisseaux artériels et les vaisseaux veineux. On a les vaisseaux lymphatiques parce que les lymphatiques sont elle va transporter quelques substances comme le glycérol, d'accord, et le cholestérol. Mais principalement, on va parler sur les vaisseaux artériels et veineux. De point de vue histologique, donc on a un petit rappel histologique, la paroi d'un vaisseau est faite de 3 couches qui entourent la cavité centrale où circule le sang. Donc le sang il circule dans la région, dans la cavité centrale, et on a 3 couches. On a l'interne vers l'externe. La couche interne, c'est l'intima. Pourquoi elle est nommée l'intima? Parce qu'elle est intime avec le sang. Une couche moyenne qui est entre la couche interne et externe, c'est le média, qui est média parce qu'elle est médiane. Donc elle est jaïf-nos. Et une couche externe qui est nommée par l'adventice. Donc, on va par les phénomènes des troubles circulatoires, on va par l'œdème. L'œdème, comme définition, les constitutions liquidiques de l'organisme représentent 70% du poids du corps chez l'adulte. Donc, les 70% le compartiment corporel est fait de l'eau. Et les autres, on a les muscles, les os, les tendons. D'accord? Ce liquide-là est comportant par deux milieux, dans le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. On va comme un petit schéma pour comprendre le mécanisme physiopathologique de l'œdème, parce qu'il faut comprendre bien sûr les différents moyens liquidiens ou les compartiments liquidiens dans le corps humain. D'accord? On va schématiser dans une feuille. On a le milieu complet qui contient le milieu extracellulaire et intracellulaire. On a la cellule dans un tissu. Le tissu. Donc, microscopiquement, on a la cellule qui contient le noyau. C'est la cellule. Puis, le liquide qui est dans la cellule est nommé par le liquide intracellulaire. D'accord. Puis, ces cellules, qui m'ont la voie de nutrition, ça par les artères. On a les vaisseaux. On a le vaisseau de forme cylindrique. D'accord. Les vaisseaux, ils font le sang, d'accord, et les protéines, les différentes marqueurs de l'osmolarité, les ions, K+, Na+, aussi des protéines comme l'albumine, principalement, c'est le principal transporteur dans le corps humain pour transporter n'importe quelle particule, soit des médicaments, soit des produits toxiques, des produits bénéfiques pour les tissus. Donc il est fabriqué par le foie. D'accord? Et les vaisseaux, on a des petites pores. D'accord? On a des petites pores. Donc les forces qui sont responsables pour maintenir une pression constante au niveau
n'importe quel vaisseau, c'est l'artère ou l'exemple, on a la pression hydrostatique et la pression oncotique. مش غنهضروا بزاف عن البريسيون osmotique. يهمونا هذوم les deux pressions. Pression hydrostatique, c'est la pression du liquide au niveau de vaisseau, et la pression oncotique, c'est le taux des particules principalement protéiques qui est donc le haraka, ou la concentration des protéines au niveau de vaisseau. C'est principalement la pression oncotique parlée par l'albumine. Donc la pression oncotique, c'est la pression de l'albumine. Et c'est le milieu intravasculaire. Puis le reste là où j'ai fait cellule, là où j'ai fait l'artère, donc c'est le milieu interstitiel ou l'interstition. D'accord? في le dam راح يصرى لنا راح تصرى des perturbations de la pression oncotique, la pression principalement la pression de l'albumine, par plusieurs pathologies. Parmi ces pathologies, on a le syndrome néphrotique. Maintenant, c'est un problème sur le foie, parce que le foie est l'usine de fabrication de l'albumine. راح ينقص le taux de protéines. Les protéines, le taux نتاعهم راح ينقص بزاف. D'accord, راح تزيد la pression hydrostatique qui joue un réflexe. نقصت l'oncotique راح تزيد l'hydrostatique. Donc هذوم les pores راح يتفتحوا لنا، راح يولوا يصير تسرب l'eau et les électrolytiques vers l'interstition. راح يروحوا l'interstition, d'accord. Et le reste des protéines راح تصير une aggravation par l'ouverture des pores. راح يروحوا le reste des protéines راح يروح حتى هو vers l'interstition. Donc les milieux vasculaires راح ينقص منه le compartiment liquidien. Donc هنايا نستنتجوا باللي le dam c'est la présence du liquide et les substances accompagnées معاه, soit les électrolytiques et les protéines au niveau de l'interstition. هذه la simple définition de cette phénomène. D'accord? نرجع للcours. Donc, on a le liquide intracellulaire et le liquide extracellulaire qui contient l'intravasculaire et l'intercellulaire et l'interstition. Le dam est l'accumulation anormale de ces liquides dans les espaces intercellulaires ou l'interstition. Donc, on a deux nominations. L'aspect morphologique et évolutif de l'œdème. Les aspects macro et microscopiques de l'œdème sont variés et dépendants de l'organe ou du tableau lésionnel dans lequel s'intègre. Donc, selon l'organe, ou fait une forme ou un type d'œdème. Les organes œdématiques sont dans la règle tuméfiés, plus pâles. La couleur couleur de la peau normale, avec un petit pâleur, et tuméfié, avec plus mou, parce qu'il contient du liquide, cola normal, et augmenté de poids, parce que marine du liquide. À la coupe, une coupe histologique, la tranche de section laisse sur une liquide jaunâtre. Donc, d'accord, pourquoi un liquide jaunâtre? C'est le pu. D'accord, et parce que ce liquide est riche les protéines, les hormones du milieu intravasculaire, donc avec la réaction inflammatoire, il y a un lupus. Le dam d'étiguement se traduit par un gonflement, souvent mal limité, parfois douloureuse, gardant le godet. L'étiguement, soit les doigts, soit les orteils, d'accord. Gardons le godet. Le godet, c'est un signe clinique. On peut tout la sémiologie. qui تولي عندنا بلاصه منفخه اوديماتوز راح نكومبريسو بها باغ لا بوس اي نشوفوا اسكو تخلينا اون تراس يسموها لو تراس دو غودي ولا ما تخليناش اسكو بوزيتيف ولا نيجاتيف باسكو va orienter vers l'étiologie.
Exemple, on a l'œdème du péricarde, hydropéricarde, d'accord, c'est la présence du liquide au niveau du péricarde. L'œdème de la cavité péritonienne, c'est l'acide, et l'œdème de la cavité pleurale est nommé par la pleurésie, quel que soit le type de liquide, soit chileuse, soit purulent, soit clair. Notez bien, quand l'œdème est généralisé, on parle de la nasar. Il y a des situations où l'œdème peut généraliser tout le corps, donc ça s'appelle la nasar. Microscopiquement, le liquide d'œdème se présente en nappe et collé des substances assez homogènes, d'aspect homogène, parfois granulomateuses, des temps moins acidophiles, mange acide bzef, qui est pauvre en protéines, parce que c'est déjà qu'on a la situation qui favorise cette inflammation, comme on a par exemple le syndrome néphrotique. Donc, ça a un abaissement vraiment grave des protéines au niveau intravasculaire. Quand même, le milieu de l'interstition, il est riche en protéines comparément au milieu intravasculaire, mais les particules ne sont pas nombreuses. Dans les tissus, il est situé entre les cellules et les fibres. Ben les cellules et les fibres, donc c'est l'interstition qui va comme le schéma. Les témoins l'une de l'autre et donnant à l'ensemble un aspect large et dissocié. Donc, il va dire une dissociation entre les cellules et les fibres parce qu'elle va augmenter la surface. Puis au poumon, il s'accumule dans les alvéoles. Parfois, il découle un épithélium de sa membrane. À la forme pulmonaire. Biochimiquement, certains liquides sont riches en protéines et en colloïdes. Leur densité supérieure à 1020. Ils sont d'origine inflammatoire, qui sont riches, d'accord, et dû à une augmentation de la perméabilité capillaire, donc la perméabilité capillaire, donc d'origine inflammatoire, régie par des facteurs humoraux. Il s'agit d'un oxydant. Donc l'oxydant, c'est un liquide qui est riche en protéines. Leur densité protéique, elle est supérieure à 1020. D'autres liquides sont à l'inverse pauvres en protéines et en colloïdes, donc leur densité elle est inférieure du 1020. Ils procèdent des causes variées non inflammatoires, donc le cause elle va varier, donc lors de l'analyse biochimique du liquide qui contient dans l'œdème. Si elle est oxydative, donc elle est d'origine elle va orienter vers les origines inflammatoires, mais si elle n'est pas oxydative, donc elle est transudative, donc les étiologies sont variées vers les problèmes non inflammatoires. Ils sont dus à une augmentation de la pression circulatoire ou une diminution de la pression osmotique du plasma. D'accord, un jeu fait les pressions. Il s'agit d'un transudats. Pour l'évolution, certains œdèmes sont labiles, d'accord, se forment et se fondent avec rapidité. Exemple, l'œdème du Quincke d'origine allergique. Lors de l'allergie, ça a une augmentation au niveau du larynx. Ça a une allergie, oui, le volume ou la taille du cou, donc elle va compresser le larynx et l'œdème du Quincke est responsable de choc anaphylactique qui est mortel إذا ما لحقناش. Donc إذا راح l'allergène تصا une diminution du taille de l'œdème ويروح. Donc هذوما اللي يروحوا ويجوا بسرعة. D'autres sont durables, ils vont durer, favorisant la fibrose du tissu atteint. Donc هذا l'état le plus grave qui donne la fibrose. La fibrose, c'est la cicatrisation des tissus, mais avec une autre forme, une nouvelle forme, où les tissus, les la fibrose sont les tissus, sont des cellules originaires, mais qui a la fibrose, c'est une cicatrisation par un autre épithélium et par un autre cellule. Donc le tissu, il n'est pas fonctionnel dans ce cas parce que les cellules sont variées. D'une manière générale, l'œdème disparaît avec sa cause sans laisser des séquelles. Cependant, l'œdème peut être responsable des perturbations fonctionnelles graves comme l'époxie en cas de œdème pulmonaire et l'OAP. D'accord, l'OAP, l'œdème aigu du poumon, donc il y a des échanges gazeux pour obtenir un sang oxygéné pour mettre pour les tissus. Donc, une hypoxie au niveau tissulaire. Une asphyxie par œdème de la glotte, asphyxie
il va y au niveau de glotte, il compresse les voies aériennes supérieures, donc les poumons va sacrifier pas d'oxygène qui circule au niveau pulmonaire, donc il y a un état de asphyxie vraiment indyspnée grave, et aussi une hypertension intracrânienne par un œdème cérébral. L'œdème cérébral, elle va compresser les structures cérébraux du cortex cérébral, d'accord, comme les ventricules par exemple, et va donner une hypertension intracrânienne par la compression bien sûr des artères et des veines cérébraux. La deuxième phénomène ou la deuxième maladie, c'est la congestion. La congestion ou l'hyperémie, d'accord, se définit comme un excès du sang dans les vaisseaux dilatés. Donc, le vaisseau, ça a une dilatation au premier du temps et qui m'énerve, on a les vaisseaux dilatés en physiologie, la quantité ou le volume du sang est avec une faible volume, mais qui a une vasoconstriction, là, il le volume. Mais l'état pathologique, le vaisseau dilaté avec un excès du sang. Donc c'est un état pathologique, un tissu ou d'un organe, d'accord. La zone intéressée prend une coloration rouge, bien sûr, qui s'efface sous la pression. Donc on va compresser sur cette surface, et lors de l'élèvement de la compression, donc c'est la congestion. Il existe deux types de congestion dont les conséquences sont totalement différentes. On a le premier type, on a la congestion active, c'est un apport exagéré du sang artériel, le sang artériel, comme un QCM. Macroscopiquement, qu'est-ce qu'on trouve? Elle se traduit par une teinte rouge vive parce que le sang artériel est riche en oxygène, donc elle est vive, elle est hamra fatiha. Des organes intéressés avec augmentation de la température locale parce que le sang, lorsqu'il traverse les organes ou le vaisseau, la résistance de ce vaisseau, les moyens de résistance, une température, mais avec l'état normal. Mais l'état pathologique, on a une augmentation de cette température locale, parfois un gonflement et un œdème des organes. Ça des œdèmes. Cette congestion se rencontre pratiquement partout dans l'organisme, n'importe quelle région de l'organisme, la paroi utérine et les glandes mammaires en période menstruelle, d'accord. Les exanthèmes au cours de certaines maladies infectieuses, une maladie infection purement, et on a aussi plusieurs d'autres maladies. Pour l'aspect microscopique, les altérations se résument à une dilatation artérielle et capillaire, l'artère et les capillaires en même temps, et une tergescence des cellules endothéliales. Tergescence que je vois le bourose, les cellules endothéliales, parce qu'il y a une compression. Lorsque la congestion est intense, elle provoque un œdème et une érythrodiabète. Je parle un peu sur l'érythrodiabète. L'érythrodiabète, c'est le transport ou le passage passif, son énergie, des globules rouges, d'accord, du sang, vers le milieu interstitiel, soit qu'il y ait une lésion au niveau de la couche basale des capillaires ou au niveau des vaisseaux de petit calibre. Donc, œdème à la fin. Les conséquences, elles sont en règle nulle au minime, d'accord. Cependant, une érémie prolongée peut accentuer le métabolisme des cellules et leur prolifération. Donc, la plupart du temps, elle est des conséquences minimes, mais lorsqu'elle est prolongée, prend du temps. Donc, on a des autres perturbations au niveau du métabolisme des cellules et leur prolifération. Donc, pour le deuxième type, il y a la congestion passive. C'est une accumulation du sang dans les tissus secondaires à une gêne due à l'écoulement du sang veineux. Donc, le sang veineux, fait la congestion passive et la congestion active, le sang artériel, intéressant les capillaires, les veineux ou les veines. Donc, on parle de la stase sanguine. Donc, la congestion des veines est nommée par la stase sanguine. Macroscopiquement, la coloration est sombre. Pourquoi? Parce que le sang veineux il est pauvre en oxygène, donc il est riche en CO2. Cyanotique, l'aspect de cyanose, qui m'a la synergie respiratoire. Le cyanose a une coloration rouge vers une coloration violacée ou bleutée, à tous les arcs ou la mauve, de la température locale. Et on a une diminution de la température. D'accord?
comparément de la congestion active. Microscopiquement, on a une dilatation porte sur les veines et les capillaires. On va toucher préférentiellement les veines. Les étiologies, la congestion passive est due à une gêne au retour veineux. Donc, on a un problème, le retour veineux. Les membres inférieurs par les veines saphènes, le grand saphène, le petit saphène, vers les veines principales du cœur, qui est les veines cave supérieure, les veines cave inférieure. Les veines cave inférieure, il faut par les veines spléniques, la veine porte, les veines suscipatiques, vers la veine cave inférieure, ou pour la veine cave supérieure, les jeunes par la tatico, d'accord, les veines du tatico, le sang veineux vers le cœur. Donc, on a une gêne au niveau du retour veineux. Elle peut s'agir soit une compression veineuse persistante par une tumeur ou d'autres facteurs extravasculaires. Donc, on a une compression par une masse tumorale, d'accord, elle va compresser la veine, ou une thrombose qui va obstruer la lumière de vaisseau. Il est difficile de les normes l'obturation de la lumière veineuse par une thrombose en une thrombus. Le problème est un problème congénital, donc il y a une compression pariétale, elle est congénitale ou acquise, donc à la naissance c'est déjà cette compression. Perte de la tonicité de la paroi et des valves, donc on a des valvulopathie veineuse. Comment les valves veineuses ont une fonction de passager le sang veineux les membres inférieurs vers le cœur. Donc les valves le sang dans le passage dans un seul sens. Donc et pour empêcher ou pour inhiber le retour du sang, les valves. Il y a des maladies comme les varices, on a un problème les valves. Et aussi la tonicité de la paroi, la musculature du paroi est altérée, donc la force des canaux. Donc le muscle sangle et va compresser. Parmi les autres étiologies, on a l'insuffisance cardiaque droite, entraîne une congestion périphérique essentielle au niveau du foie. Donc, l'insuffisance cardiaque droite, il y a ça problème, le retour veineux. Donc, le machique du sous du cœur, donc il va stationner dans le foie, dans les veines hépatiques et suscépatiques, donc elles sont élargies et va augmenter la taille du foie et va donner le foie cardiaque et va donner un signe clinique, c'est l'hépatomégalie. À la clinique, on trouve l'hépatomégalie douloureuse. Pourquoi on dit le foie cardiaque? Foie cardiaque veut dire un problème hépatique dû par une altération cardiaque. À la clinique, qu'est-ce qu'on trouve? Une hépatomégalie douloureuse à la palpation, variable dans son volume d'un jour à l'autre, c'est le foie accordéon. On a à l'histologie, la stase porte sur le réseau sushépatique, comme les veines centrolobulaires, les mongidines dans les hépatocytes et les sinus intralobulaires, donc les structures veineuses de l'hépatocyte, qui c'est l'unité fonctionnelle du foie. Donc, les cardiopathies gauches, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc, un problème dans l'éjection du sang, c'est ça, les cardiopathies gauches. Stylose mitrale, c'est un problème la valve mitrale, entraîne une congestion passive pulmonaire, c'est le poumon cardiaque. D'accord? Macroscopiquement, le poumon cardiaque est rouge, d'accord? Sombre, parce qu'elle contient le sang veineux, lourd et plein, d'accord? Rassemblant plus ou moins à un parenchyme pulmonaire, parenchyme hépatique, pardon. Cliniquement, en phase aiguë, on trouve l'OAP. Donc, c'est un problème les cavités alvéolaires par une liquide siro-albumineux, parfois sanguinant. Donc, c'est un problème phlématose. Donc, le passage d'oxygène au niveau des capillaires pulmonaires est altéré. En phase chronique, le poumon cardiaque comprend un stade sanguin diffuse, localisé, parce que aux phases aiguës, et aux phases chroniques, on a la diffusion de cette stase.
les conséquences, on a le ralentissement de la circulation peut aller jusqu'à l'arrêt complet, donc ça un arrêt circulatoire et un état de choc à la fin, retentit d'une part sur le système circulatoire lui-même, développement d'une circulation de suppluence, donc et d'autres part sur les tissus érugés, d'effet de l'époxy et l'anoxie aboutissant à une nécrose. Donc, la circulation est perturbée, donc une insuffisance circulatoire. Donc, une hypoxie générale au niveau tissulaire. On va nous la phase de l'anoxie, c'est l'absence totale que l'oxygène elle est diminuée leur volume, mais l'oxygène donc ça a une nécrose tissulaire à la fin. Puis le troisième phénomène, c'est l'hémorragie. Donc l'hémorragie, comme définition, c'est issu du sang en dehors du conduit et des cavités qui le contiennent normalement. Donc le sang, il faut circuler normalement dans les vaisseaux, les veines, les artères. Donc il mène le compartiment vers l'extérieur. C'est l'hémorragie. Les variétés d'hémorragie, on distingue 3 hémorragies selon le vaisseau qui saigne. Ça fait de saignement, le nazif. Si le vaisseau est artériel, c'est une hémorragie artérielle. Elle se fait en jette du sang rouge rythmé par le pouls. D'accord. Le débit de jet régulier. Mais راح تخرج une grande quantité. هذا هو le vaisseau artériel اللي يختلف عن le vaisseau veineux باللي l'hémorragie تاعو elle est difficile, mais إذا صارت لنا une hémorragie intense ou une مثلا جرح كيفاش نقول لكم une blessure profonde راح يكون l'artère artérielle pardon راح يكون le sang artériel راح يكون vraiment rouge rythmé et راح يدينا une altération du pouls. Si le vaisseau est veineux, l'hémorragie elle est veineuse, elle se fait en coulée régulière du sang rouge foncé parce qu'il contient de CO2. Si le vaisseau est capillaire, l'hémorragie est nommée capillaire et elle est punctiforme ou bien en nappe راح تكون قطرات صغيرة كيما اللي نديروها حنايا l'hémorragie اللي يجينا كنديرو مثلا ديكسترو السكر. D'accord, par l'appareil électrique راح نديرو كشكون une petite hémorragie راح يخرج لنا comme des punctiformes نقاط أو en nappe. Selon le mode de saignement, on a la déchirure des parois vasculaires provoque leur rupture avec saignement important. Les rétrodiapédèses, le passage de globules rouges au niveau de l'interstition par l'altération pariétale se caractérise par le passage des hématocytes à travers la paroi vasculaire. D'accord. Selon le devenir du sang extravasé, on peut avoir une hémorragie interne ou externe. Il y a une autre classification. Pour l'hémorragie interne, donc dans les hémorragies interstitielles ou tissulaires, donc le sang infiltre le tissu et réalise plusieurs aspects. On a les pétichés sont des taches hémorragiques punctiformes disséminées, sont cutanées et visibles à l'inspection. D'accord, des points rouges في différentes parties du corps. Les cuisses par exemple, les membres supérieurs et inférieurs. Donc, il y a des petites tailles dans ce membre des pétichés. Les équipements, c'est un placard hémorragique plus étendu. C'est le تجمع تاع عدة points de pétichés. راح يعطونا des plaques راح يكونوا grands vraiment et sont bien visibles. Le purpura fait des pétichés ou des plaques échymotiques cutanées ou muqueuses. Qui joue le purpura, c'est le stade final et le stade grave vraiment comparément les deux autres. La lésion du purpura se distingue des macules de congestion active ou passive par le fait qu'il n'efface pas à la vitropression. Veut dire quoi la vitropression? Soit se fait par un appareil spécial, par la compression de la rougeur, soit quel que soit pétiché aux équipements au purpura. Pour les pétichés et les équipements, le couleur est dispersé ou disparaissent lors de la compression ou lors de la vitropression, mais le purpura, le signe pathognomonique, c'est n'efface pas à la vitropression. Aussi, on trouve les hématomes, c'est un œdème qui contient des cellules sanguines. C'est une collection sanguine importante dans le tissu conjonctif
lâche. Les hémorragies intracavitaires, le sang se collecte dans une cavité naturelle, donc par exemple dans le plèvre. Dans le plèvre, est nommé par l'hémothorax. Dans le péritoine, c'est l'hémopéritoine. Articulaire, c'est l'hémoarthrose. Et l'hémarthrose et le péricarde, c'est l'hémopéricarde. Et le trompe, c'est l'hématos salpinx, lorsqu'il est collecté dans le trompe de Vallow. D'accord. Pour les hémorragies externes, le sang est extériorisé par un conduit naturel. D'accord. Selon le conduit, l'hémorragie est dite soit externe, elle est visible. D'accord. Épistaxie pour le nez, le sang qui est collecté par le nez. Les hématémèses qui sont d'origine digestive, les ménorragies d'origine génitale, vaginale, des hémoptysies lors des branches, donc c'est un jet de sang par la force de la toux, et des rectorragies qui tournent les voies basses au niveau rectal. Puis les aspects morphologiques, on a macroscopiquement le volume de la zone intéressée par l'hémorragie est variable, ses limites sont imprécises, donc selon l'abondance de l'hémorragie. Un foyer hémorragique superficiel change de couleur au fil du jour et au rythme des phases de dégradation de l'hémoglobine. Donc, violacé, d'accord, et le couleur est changé avec les jours. Microscopiquement, en cas d'hémorragie interne récente, d'accord, l'éruption du sang dans les tissus est caractérisée par l'apparition des nappes des globules rouges, d'accord, des nappes des globules rouges dont la lyse est précoce, d'accord, suivi de la libération de l'hémoglobine et par la suite l'hémosidérine, c'est un compartiment au niveau de l'hémoglobine qui sera capté par les macrophages. Donc c'est beaucoup plus l'ENA, c'est l'hémosidérine, c'est le fer. Parce que en cas d'une hémorragie, on a le risque de donner une anémie ferriprique. C'est une anémie due par diminution de taux du fer au niveau sanguin. D'accord. Les macrophages vont capter le fer, donc les stocks intérieurs. Sur les dépôts d'hémosidérine qui donnent la couleur du foyer hémorragique, c'est le facteur principal pour le couleur. Ce dernier peut disparaître en quelques jours sans laisser des traces, comme il peut être le siège d'un granulome inflammatoire avec fibrose si l'hémorragie est importante. Donc selon l'importance de l'hémorragie, les interactions. Pour l'évolution des foyers hémorragiques, on a l'hémostase. Toute hémorragie par rupture vasculaire cesse spontanément, sauf il s'agit de grands troncs artériels, parce que de petites hémorragies qui nous ont khadcha ou la jarha khafifa, le phénomène de nématose et il va fermer le plaie. Mais qui est abondant ou grave, l'hémostase la cicatrisation normale. Donc ce phénomène est appelé l'hématose, donc qui est responsable pour la fermeture des plaies normales. C'est l'hématose spontanée, s'effectue en 3 temps. On a le temps vasculaire, c'est la rétraction élastique de la paroi vasculaire, une vasoconstriction, d'accord, pour éviter l'extériorité de plus de sang. Ce temps peut suffire à arrêter l'hémorragie si le vaisseau est de petit diamètre. D'accord, c'est un point positif. Le temps plaquettaire, l'adhésion des plaquettes et leur agrégation au niveau de l'endothélium lysé constitue le clou hémostatique ou le bouchon hémostatique. Donc les plaquettes un clou, d'accord, c'est le clou hémostatique. Puis la formation du caillot sanguin, qui est la phase terminale de la cicatrisation. La lisse des plaquettes est suivie de la formation d'un caillot au niveau de la brèche vasculaire qui est ainsi colmatée, donc un caillot fermé. L'évolution de sang extravé, donc soit une résorption. Normalement le sang coagule rapidement, une coagulation. Les globules rouges se distinguent, aussi l'hémoglobine est libérée et va donner l'hémosidérine qui sera captée par les sidérophages. D'accord. Puis la cicatrisation, lorsque l'hémorragie a été plus importante et elle a provoqué des lésions tissulaires graves, la résorption est beaucoup plus lente,
ça très rapide en cas d'un plaie صغير, mais qui est grave, elle est très lente. L'évolution sera donc celle d'un graninome inflammatoire qui aboutiront à la cicatrisation. Une inflammation et de un plaie de grande abondance, d'accord, une résorption mais nous sommes la phase de l'inflammation. Et ça c'est une aggravation de l'inflammation, ça la phase de l'enquistement. Lorsque l'hématome est trop gros, le granulome inflammatoire évalue vers la sclérose, vraiment c'est un état grave, avant que le sang ne soit résorbé ou de la formation d'un hématome enquisté. Quand des kystes sont palpables, bien sûr, soit إذا كانت externe, إذا كانت interne, vraiment elle va donner des engagements. D'accord, on a la forme enquistée d'un hématome qui est agrandi de volume. Puis la suppuration, il y a la surinfection. Cet hématome les bactéries, les parasites et les virus et va donner une surinfection. Elle se forme un abcès à la fin. Ce dernier peut se fistuler. Un abcès au niveau pulmonaire, fistulisation, ça fait les branches. Donc, il permet les signes cliniques. Les expectorations purulentes. Ce dernier peut se fistuliser et refroidir, donc rester éternellement enquisté. Pour les conséquences générales, la plus importante est l'anémie, parce que on a gardé le fer par la captation qui madame Nabéa, il est capté par les sidérophages. Le stock du fer, donc on a un risque de l'anémie ferriprine. Et les conséquences locales sont de la destruction tissulaire, c'est bien sûr essentiellement au niveau du cerveau et de la glande surrénale, donc au niveau de la cortex cérébral, ça a un problème de la recommandation nerveuse, et au niveau surrénalien, problème de la circulation des médiateurs qui est le plus important pour l'activité cardiaque, qui sont bien sûr l'adrénaline et le noradrénaline, de fait de l'infiltration sanguine ou de la compression par l'hématome, comme l'hématome qui coule au niveau d'un organe, il peut